La grande édition sur i24 News, bienvenue, votre rendez-vous quotidien et en direct, l'actualité au rythme du Moyen-Orient et au programme ce soir. Chassés, croisés diplomatiques sous très haute tension, deux capitales, deux fronts, mais une même ligne de fracture. À Washington, séquence inédite aujourd'hui. Israéliens et Libanais face à face et sans cessez-le-feu préalable. Dialogue direct sous médiation américaine. Une première historique, mais pourquoi faire? Le dialogue est-il vraiment possible quand le Hezbollah reste l'acteur dominant au pays du Cèdre? Certains misent sur une trêve fragile, alors que sur le terrain, on verra Tsahal consolide ses positions dans le sud du Liban. Autre décor, Islamabad au Pakistan. Donald Trump y confirme la reprise du dialogue entre Washington et Téhéran sous 48 heures. Nouvel échec ou pas à l'horizon au vu du peu d'évolution des positions de part et d'autre. Nous parlerons par ailleurs tout à l'heure de la Turquie, sans doute le prochain défi pour Israël. Voilà pour le sommaire, bonsoir à tous. Deux négociations parallèles presque en miroir et apparemment sans issue. Pourtant, Iraniens et Américains, tout comme Libanais et Israéliens, font mine de donner une chance à la diplomatie. On va tenter justement d'évaluer les chances de réussite de part et d'autre dans un instant. Mais avant toute chose, priorité au terrain. Direction tout de suite le nord d'Israël. C'est Loïc Técher-Chokroun qui nous attend, notre envoyé spécial dans cette région de la Galilée. Bonsoir Loïc, qui subit donc toujours les attaques du Hezbollah. Un point d'abord avec vous sur ces attaques et sur les combats qui se poursuivent dans certains secteurs. Effectivement, surtout dans le sud du Liban, surtout du côté de Bijbel également. On en parle depuis plusieurs jours sur i24 News. Ce bastion du Hezbollah, Tsahal, l'armée israélienne a déclaré encercler désormais cette zone du sud Liban où il y a eu d'ailleurs un incident assez grave le week-end dernier puisque 10 soldats de Tsahal ont été blessés, dont 3 grièvement. Ils sont actuellement soignés en Israël. Ils sont tombés dans une embuscade menée par le Hezbollah. Au moins 3 terroristes justement de l'organisation terroriste chiite ont été éliminés à la suite de cet incident. Du côté de Bijbel. Il faut aussi noter que l'armée israélienne a visé d'autres structures du Hezbollah dans la région, notamment à Adashit, localité depuis laquelle le Hezbollah avait mené pas moins de 130 lancements de roquettes, principalement sur la région de Kiryat Shmona en Israël. Les lanceurs de roquettes ont donc été éliminés par Tsahal, détruits par Tsahal. Et puis on pense aussi aux 150 structures terroristes du Hezbollah qui ont été éliminées hier. Les attaques continuent également de part et d'autre, mais il faut aussi noter cette mort. Malheureusement, un soldat est tombé au combat. C'était cette nuit, David. Il s'agissait d'Ayal Uriel Bianco. C'était un père de famille. Il était âgé de 30 ans. Son enterrement a eu lieu aujourd'hui. Il avait le grade de sergent. Un père de famille. Sa femme lui a rendu hommage. Son frère également, son commandant de brigade, ainsi que le maire de Katsrin, puisqu'il était originaire de Katsrin. C'est sur le plateau du Golan. Tous étaient d'accord pour dire qu'il était toujours prêt à servir le pays en cas de besoin. Voilà donc pour ce soldat tombé au combat, le 13e malheureusement depuis l'opération, depuis le début de l'opération plutôt au Liban. Les circonstances de sa mort restent floues à l'heure où nous parlons, David. C'est en cours d'examen par l'armée israélienne. Ouais, beaucoup de douleur, Loïc. Et intéressant également cette évaluation de l'armée israélienne aujourd'hui. Tsahal qui constate que le Hezbollah économiserait quelque peu ses roquettes, mais par contre lancerait davantage de drones contre le nord d'Israël. Oui, effectivement, et c'est le cas désormais déjà aujourd'hui, puisque si tout à l'heure vers 16h on comptait une dizaine d'attaques de drones et principalement de roquettes de la part du Hezbollah, depuis 16h ce chiffre a pratiquement doublé. Nous en sommes désormais à plus de 20 attaques du Hezbollah. Voilà pour la mauvaise nouvelle, rien que pour cette journée de mardi. Pour la bonne nouvelle, s'il faut en citer une, David, et si vous me permettez,
signaler, c'est que ces attaques n'ont blessé personne. Fort heureusement, pas de dégâts non plus à signaler, du moins pour le moment. Restons prudents. En tout cas, 2 drones se sont écrasés du côté de Nahariya également. C'est au nord-ouest d'Israël, tout près de la frontière avec le Liban. Des drones qui se sont écrasés en terrain dégagé, non habité, David. Ouais, toujours cette guerre asymétrique, des populations civiles d'Israël qui sont visées. Merci beaucoup, Loïc Téchier-Chokroun, en direct du nord d'Israël. Alors, combat qui se poursuit, on l'a vu, au moment où débutent les négociations dont on parlera dans un instant. Avant cela, il est avec nous, notre expert défense. Bonsoir, Mathias Inbar. Mathias, d'abord sur ce qu'on vient de dire en quelques mots, parce que d'après ça, le Hezbollah économiserait, donc entre guillemets, ses roquettes et miserait davantage sur ses drones. Dans les 2 cas, ça reste dangereux réellement, mais est-ce que c'est une vraie tendance que l'on constate? Et donc peut-être l'impact des frappes israéliennes contre les stocks du Hezbollah? C'est une tendance, mais il faut faire très attention parce que ces tendances-là, elles peuvent être complètement démenties le lendemain. On sait que le Hezbollah a essayé de subdiviser ses rampes de lancement. Vous savez, il y en a 12 ou 18 et ils les ont coupées en 2 pour les envoyer, pour les cacher un petit peu de partout. D'ailleurs, une photo a été diffusée par l'armée israélienne où on voit très bien que l'une des rampes de lancement où il y a à peine 6 tuyaux de roquettes est complètement dissimulée dans des buissons, dans une roche de la montagne. Donc c'est très compliqué pour l'armée israélienne de détecter ces rampes de lancement. Bien évidemment, c'est que les stocks ne sont pas extensibles. Donc à un moment, du côté du Hezbollah qui a été alimenté en drones de combat par l'Iran et vraisemblablement par les Russes, on se dit qu'il vaut mieux pour l'instant utiliser cela que les roquettes. Mais attention, encore une fois, les roquettes ont été plus exactement tirées en direction des frontières et en direction, avec des obus de mortier et des missiles anti-chars, des soldats qui opèrent au sol. Donc ça veut dire que demain, le Hezbollah peut changer de stratégie et on verra l'effet inverse. Donc il faut prendre avec beaucoup de prudence cette information. Ouais, prudence, vigilance, effectivement, Mathias. En tout cas, les derniers doutes se dissipent. Ça, est parti pour rester au sud Liban. Oui, et avec des réussites, bien évidemment, il y a des semis, on va pas dire des échecs, c'est-à-dire des blessés du côté de l'armée israélienne, avec ces 10 blessés à Binjbel, mais ça, on savait qu'à partir du moment où on rentre dans la guérilla urbaine, il y aurait des blessés. Et puis, à l'instant, au moment où vous avez pris l'antenne, David, 3 terroristes du Hezbollah ont été aperçus par des drones de l'armée israélienne en train de jeter leur kalachnikov et de lever les mains en l'air. Ils ne sont pas de simples terroristes, ils font partie de la force Radwan, la force d'élite du Hezbollah. Ils ont été appréhendés par les commandos des Givati, remis aux forces d'intervention et de renseignement, des renseignements militaires, les 504, pour être interrogés. C'est un puits d'informations qui va être découvert par Tsahal sur le terrain, parce que en général, ces terroristes parlent et donnent des informations concrètes sur la position des hommes. Et ça, c'est très important. Vous l'avez dit, c'est pas forcément un mot d'ordre de Tsahal, c'est surtout un mot d'ordre du ministre de la Défense. Ça vient au-dessus de Tsahal. On est là pour rester et surtout pour être positionné pour empêcher le Hezbollah de revenir sur place. Voilà, Tsahal qui fait le travail finalement, qui n'a pas été fait par l'armée libanaise. Merci beaucoup Mathias Inbar, on vous retrouve dans quelques instants. Alors on y vient, cet agenda diplomatique surchargé ces jours-ci. On va commencer avec l'ouverture, vous voyez, des pourparlers directs. Oui, Israël-Liban, rappelons que les 2 pays sont techniquement en état de guerre non déclaré depuis 1948. Il y a eu certes des discussions ces dernières années sur les frontières maritimes, mais aujourd'hui, clairement, on brise un tabou et tout cela se passe à Washington. Alors l'image, elle est belle, mais les perspectives à court terme le sont-elles tout autant? On a le plaisir d'interroger ce soir un expert, Yaakov Amidror. Bonsoir et merci de nous faire l'honneur d'être avec nous ce soir. Vous êtes ancien conseiller israélien à la sécurité nationale et chercheur au JSS à Jérusalem, ainsi qu'au centre stratégique JINSA à Washington. Alors on le voit bien, il n'y a pas d'euphorie naïve vis-à-vis de ces négociations quand on sait que le Hezbollah est toujours l'acteur dominant au Liban. Est-ce que vous pensez qu'il y a au final peu de chances, a priori, qu'elles débouchent sur des avancées majeures, ces négociations? בוודאי שלא בזמן הקצר.
Il n'y aura pas d'avancée, en tout cas à court terme. Ce sont des pourparlers qui risquent d'être très longs. Les points de vue entre les deux parties sont très éloignés. Nous disons désarmer le Hezbollah, puis nous pourrons débattre de tout ce qui concerne un accord avec le Liban. Les Libanais, de l'autre côté, disent retirez-vous de notre territoire, ensuite il y aura un cessez-le-feu, et puis le dialogue commencera. En fin de compte, je pense que les deux parties, les deux camps veulent un accord, mais la solution, à mon avis, c'est de faire un accord avec des conditions, c'est-à-dire si tel côté fait A, l'autre fera B, si l'autre fait C, il y aura deux. Définir le but qu'on veut achever et comment le faire, cela dépendra notamment de la pression exercée sur le gouvernement libanais, sur les Hezbollah, le monde, la communauté internationale devra intervenir. Et s'il y a un accord, ce sera à plus long terme, pas dès demain matin. Alors les Libanais eh bien, disent qu'ils avaient nettoyé le sud Liban du Hezbollah. Nous sommes présents maintenant au sud du Liban et nous voyons bien que le Hezbollah est toujours présent. Le gouvernement libanais a été incapable d'expulser l'ambassadeur iranien. Donc il faudra encore beaucoup de temps avant que les Libanais soient dans une situation où ils peuvent désarmer le Hezbollah. Et sans le désarmement du Hezbollah, nous n'avons pas le droit de cesser les combats et sûrement pas de nous retirer du territoire libanais. Ouais, donc patience, on le comprend bien grâce à vous. Mais en attendant, concrètement, ce qu'on peut imaginer comme scénario réaliste de court terme, ce serait quoi? Ce serait une trêve partielle, voire un compromis frontalier peut-être, provisoire, parce que c'est difficile d'imaginer un démantèlement du Hezbollah par le biais de la négociation. En fin de compte, il faudra qu'il y ait un accord sur les frontières. Je pense que l'État d'Israël doit dire dès le départ que le jour où le Hezbollah sera démantelé, l'État d'Israël n'a pas l'intention de laisser une présence militaire au Liban. Que les Libanais sachent quel est l'horizon. Eux, ils veulent que Tsahal se retire du Liban et qu'on cesse d'agir au Liban. Et nous devons dire cesser d'agir au Liban. C'est évidemment quand le Hezbollah n'existera plus. Nous ne pouvons pas vivre dans un monde où le Hezbollah ouvre le feu sur l'État d'Israël à chaque fois qu'il en a envie. En ce qui concerne la présence militaire israélienne, nous pouvons l'affirmer, nous ne resterons pas au Liban, mais pour cela, il faudra désarmer le Hezbollah et il faut aussi que cette demande soit liée à ce qu'il risque de gagner à la fin du processus. Mais je pense qu'on peut avoir des petits accords comme ceci. Des petits accords, mais concrètement, c'est aussi la question, quelle est la part d'influence, d'après vous, du Hezbollah dans ces négociations, là, ces jours-ci, entre Israéliens et Libanais? Parce que le gros problème, c'est quand même son emprise sur la politique libanaise encore aujourd'hui. C'est vrai. Alors, tous ceux qui connaissent le Liban vous diront que la force du Hezbollah a baissé. Le fait même qu'il y ait une rencontre officielle entre l'ambassadrice du Liban aux États-Unis et l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis pour parler d'un accord, c'était quelque chose d'impossible. Cela montre qu'ils ont perdu de leur puissance. Alors, c'est très beau à voir, mais ce qui compte pour nous, c'est est-ce qu'ils continueront à être capables d'attaquer l'État d'Israël. Souvenez-vous qu'à 2 reprises, ils ont lancé une guerre. D'abord, le 8 novembre 2023, et il y a 5 semaines, sous la pression des Iraniens. Donc, et ces 2 fois, Israël n'a pas attaqué. C'est le Hezbollah qui a attaqué l'État d'Israël. On pourrait penser, lorsqu'on entend ce qui se dit dans le monde, que c'est nous qui avons lancé cette guerre. Non, c'est le Hezbollah qui, à 2 reprises, a attaqué Israël, et nous n'avons pas le droit, vis-à-vis de nos citoyens, nous ne pouvons pas permettre qu'il y ait un Hezbollah au Liban qui décide, quand il le désire, d'attaquer Israël. Donc, si les Libanais nous disent « nous avons
avons besoin encore d'un mois pour désarmer et voici un accord. Et s'il y a des garanties américaines et si on sait que si rien ne se fait d'ici un mois, eh bien on reprend les activités au Liban. On peut se donner ce délai au Liban. À l'heure actuelle, alors que le régime n'est plus présent en Syrie, il n'y a plus vraiment de pont qui permettrait de réarmer le Hezbollah. Contrairement à ce qu'on a vu par le passé, le Hezbollah n'est pas capable de se renforcer de manière importante. Donc on peut arriver à une trêve, mais il faut s'assurer que c'est provisoire et que si à la fin de cette trêve, le Hezbollah n'est pas complètement désarmé, eh bien nous reprenons les combats de manière intensive avec l'accord du Liban et des États-Unis. Effectivement, et sans doute le Liban qui trouve son compte dans ces opérations de Tsahal en ce moment. Justement, du côté des espoirs, est-ce que peut-être on sous-estime aussi l'impact de la pression américaine sur le Liban, qui pourrait aider Israël, et aussi, comme vous le dites quelque part, l'érosion du Hezbollah, qui est une réalité qui est déjà perceptible d'ailleurs au Liban? Écoutez, je ne suis incapable de mesurer ces effets. Ce que je vois, c'est ce qui se passe sur le terrain. Le fait est que nous sommes présents dans le sud du Liban et les Libanais nous avaient dit il n'y a plus du Hezbollah là-bas. Et nous voyons que le Hezbollah est encore présent, que des soldats israéliens meurent, qu'il y a des arsenaux. Donc lorsqu'on nous a dit que le Hezbollah n'était plus présent, ça n'était pas la réalité. Nous il faut qu'on dise à l'avance que si le Hezbollah n'est pas désarmé comme nous le comprenons, eh bien, sur la base de cet accord, avec l'accord du Liban et des Américains, nous reprendrons les combats sans qu'ils puissent se contester. Bien sûr, quand on parle des Européens, voilà, il n'y a rien à attendre d'eux, ils disent des choses qui n'ont aucun lien avec la réalité. Mais aujourd'hui, nous sommes plus flexibles parce que le Hezbollah est plus faible et il lui est plus difficile de se reconstruire, de se réarmer. Donc déjà des acquis. Merci infiniment Yaakov Amidror, ancien conseiller à la sécurité nationale d'Israël, d'avoir répondu ce soir en direct à nos questions. On va basculer de Washington à Islamabad, puisque Donald Trump a confirmé tout à l'heure la tenue sous 2 jours d'un nouveau round de négociations avec le régime iranien dans la capitale pakistanaise. Les précisions, c'est avec vous, Océane Nicole. Bonsoir, Océane. Alors, dialogue sans issue peut-être, en tout cas des désaccords qui sont tenaces, on voit bien autour notamment du dossier nucléaire. Tout à fait. Le programme du nucléaire iranien qui pose problème dans ces négociations. Et il y a aussi les sanctions américaines. Du côté du nucléaire, il y a 2 gros problèmes. La durée et le sort aussi de l'uranium enrichi. Du côté des États-Unis, on veut que l'Iran suspende et arrête complètement d'enrichir de l'uranium pendant 20 ans. Du côté de l'Iran, on veut suspendre cette activité pendant 5 ans. Donc là aussi, il y a un problème de date. Les États-Unis veulent, eux, le transfert de l'uranium enrichi en dehors de l'Iran, on ne sait pas encore où, mais en tout cas en dehors, tandis que du côté iranien, eh bien, on veut plutôt qu'il y ait un processus de dilution de ces matières. À noter qu'aujourd'hui, cet après-midi, il y a Israël Katz qui s'est exprimé, le ministre israélien de la Défense, qui assure, je cite, le retrait du matériel enrichi iranien est une condition préalable à la fin de l'opération. Donc ça, c'est le côté israélien. Donc ça coince encore. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il y a quand même une volonté de revenir à la table des négociations. Ça va toujours se passer donc à Islamabad. Les délégations vont être les mêmes. Steve Witkoff et Jared Kushner côté américain. Peut-être que J.D. Vance fera là encore le déplacement. Et du côté iranien, eh bien, cette délégation elle sera menée par le président du Parlement ainsi que par le chef de la diplomatie iranienne. Ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas marché samedi, malgré le fait qu'on en sait un petit peu plus aujourd'hui. Il y a eu plus de 20 heures de discussions, des discussions qui ont parfois été un petit peu houleuses selon certaines sources pakistanaises et sources américaines. Il y a même eu besoin de faire des pauses. Il n'y avait pas de téléphone à l'intérieur de ces réunions. Et selon, encore une fois, des sources pakistanaises, donc le Pakistan qui se veut un pays médiateur, un pays neutre, or, on sait qu'ils sont quand même plus du côté de Téhéran, eh bien, selon le Pakistan, eh bien, les partis étaient proches, selon eux, à 80% de signer un accord. Donc, est-ce qu'en l'espace de quelques jours, on va arriver à ces 20% restants ? Pas sûr, mais en tout cas, il y a cette deuxième chance qui va donc se voir ce jeudi à Islamabad, au Pakistan. Ouais, c'est vrai
qu'on voit la proximité entre les dirigeants iraniens et pakistanais sur ces images. Merci beaucoup, Océane Nicolas. À suivre donc d'ici 48 heures. On vous retrouve, Mathias Inbar, parce que c'est vrai qu'on arrive à mi-chemin, Mathias, de ce cessez-le-feu de 2 semaines. La question, quelque part, en marge de ces négociations, c'est de savoir si oui ou non les deux parties elles y croient vraiment ou si elles préparent déjà le prochain round de combat. Quelle est votre appréciation, Mathias ? Alors déjà, effectivement, Océane a été très gentille lorsqu'elle a parlé de discussions houleuses, parce que selon plusieurs indiscrétions, Steve Witkoff en est même failli venir aux mains avec Araghchi, le chef de la diplomatie iranienne. Donc la question est de savoir est-ce que entre-temps l'un ou l'autre a fait des pompes et a gonflé les muscles avant le prochain round des négociations. Alors soyons sérieux, bien évidemment. On sait que les Iraniens sont jusqu'au boutiste. Les Iraniens veulent absolument faire plier les Américains, et du côté des États-Unis, on n'est pas prêt pour l'instant à faire de concessions. Ce qui va se passer, c'est que on va voir du côté des États-Unis si on est prêt à céder peut-être sur un laps de temps. Parce que ce dont parlait Océane à l'instant, c'était un moratoire de 20 ans de gel d'enrichissement d'uranium, mais cette information n'a jamais été autorisée à la publication par Washington. Donc ça serait peut-être la seule concession pour l'instant qu'on verrait à l'horizon, de limiter dans le temps la période où les Iraniens n'auraient pas le droit d'enrichir de l'uranium. Même si on sait que du côté des Israéliens, pour l'instant, il en est hors de question, parce que on a vu que les Iraniens n'ont jamais respecté d'abord les accords pendant qu'ils étaient signés, et surtout qu'ils prévoyaient la fin de ces accords-là, du temps de cet accord, pour prévoir justement d'accélérer une fois que cette période de moratoire est terminée. Donc il va falloir vraiment être très fin, très prudent du côté des regards à l'intérieur de ces négociations, pour savoir si oui ou non les Américains vont céder ou vont proposer une période moratoire qui sera peut-être ou non acceptée par l'Iran, parce que sinon on ne voit pas comment Washington pourra accepter de laisser le stock d'uranium sur place et d'autre part de permettre aux Iraniens de continuer un programme qui serait ambivalent au niveau du nucléaire. Ouais, ambivalent, là aussi, c'est gentil pour le coup de votre part. Mathias, en 2 mots, en Israël, dans les faits, dans les discours, aussi dans la posture, on se prépare clairement déjà à une éventuelle reprise des combats ? Ce n'est pas pour rien, effectivement. Je sais là où vous voulez m'emmener, David. La présence de Brad Cooper dans la région, le chef du CENTCOM, le commandement central américain. Il n'est pas là, bien évidemment, pour parler de la promenade de Tel Aviv, mais bien pour prévoir des plans d'action. Et généralement, lorsqu'il est là, eh bien, il va rencontrer Eyal Zamir, le chef d'état-major, comme ses prédécesseurs lorsqu'il rencontrait le chef d'état-major israélien. C'était d'abord pour faire le point opérationnel, de prévoir, de planifier ensemble quel pourrait être le scénario, ou alors passer à l'action immédiatement. On l'a vu dans le passé, il y a eu 2 sortes de scénarios, soit une action quasi immédiate au moment où le chef du CENTCOM quitte la région, ou alors une planification quelques jours plus tard. Et là, bien évidemment, on sait, n'en déplaise aux détracteurs qui disent que Washington et Jérusalem ne sont pas sur la même longueur d'onde, lorsque vous avez une énième visite du chef du CENTCOM, et lorsque vous aviez un commandement, un poste de centrale qui est à la Keria israélo-américain, bien évidemment que les 2 entités sécuritaires sont coordonnées et avancent ensemble. Des indices très forts. Mathias, justement important d'observer et d'écouter Israël. Visiblement, pas de grands espoirs à Jérusalem d'un accord acceptable avec l'Iran. Tsahal reste, on le disait, sur le pied de guerre. Et le patron sortant du Mossad, David Barnea, a rappelé l'objectif d'Israël, sa détermination à faire tomber le régime. C'était tout à l'heure à l'occasion des cérémonies du Yom HaShoah. Écoutez. Le Mossad a agi une fois de plus au cœur de Téhéran. Nous avons apporté des renseignements précis à l'armée de l'air et nous avons frappé les missiles qui menacent les citoyens d'Israël. Cependant, notre mission n'est pas encore achevée. Nous ne pensions pas que cette mission se terminerait immédiatement avec la fin des combats. Mais nous avons bel et bien prévu que notre campagne se poursuivrait et qu'elle s'exprimerait également dans la période suivant les attaques à Téhéran. Notre engagement ne sera rempli que lorsque ce régime extrémiste sera remplacé. Ce même régime qui veut notre destruction doit disparaître du monde.
Ouais, Mathias, là, David Barnea, il vient de résumer quelque part l'esprit israélien qui s'affirme encore plus peut-être depuis le 7 octobre 2023. Plus de passivité, pas d'autre choix que d'être quelque part proactif et d'aller au bout donc, de ce combat face aux ayatollahs. Oui, effectivement, David Barnea qui confirme aussi, là aussi, n'en déplaise à certains détracteurs. Et vous aurez constaté, David, qu'il s'aligne sur les positions de son Premier ministre, Benyamin Netanyahou. Ce n'est pas pour rien que David Barnea, le chef du Mossad, encore pour 2 mois, puisque début juin, il doit remettre sa position à Roman Goffman. Mais en attendant, lorsque David Barnea dit que la mission ne sera pas terminée tant que le régime terroriste n'est pas complètement changé et que donc il y a un nouveau leadership qui ne veut pas la destruction de l'État d'Israël, il s'aligne sur les positions de son Premier ministre. Il confirme aussi que le Mossad est bien engagé dans cette guerre et il confirme aussi, c'est rare David Barnea a été au cœur de tous les rounds de combat frontal entre l'Iran et Israël. Et effectivement, David Barnea voudrait rendre le tablier avec une vraie réussite, même si on lui doit l'élimination d'Ismaël Haniyeh, en plein cœur de ce complexe des gardiens de la Révolution. On lui doit les beepers. En tout cas, il fait partie de cette lignée d'officiers qui ont travaillé sur les beepers jusqu'à son implication. On lui doit l'élimination de Hassan Nasrallah. On lui doit cette opération en plein cœur de Téhéran, juste avant la guerre des 12 jours, avec des commandos du Mossad à l'intérieur de Téhéran. Et il voudrait donc signifier aussi à la classe politique et aux Américains, laissez-moi terminer en beauté ma mission, il me reste 2 mois. Voilà ce qu'il envoie comme message très clair. Ouais, un leg assez important, effectivement. Merci beaucoup, Mathias Inbar, pour cette analyse. Alors, en arrière-plan du vrai faux dialogue entre Washington et Téhéran, le détroit d'Ormuz, toujours en plein chaos, où les navires pétroliers circulent en ce moment au compte-gouttes. Plusieurs pays dénoncent justement ce blocus naval imposé par Donald Trump en réponse aux actions de Téhéran. Et parmi eux, l'Arabie Saoudite, alliée de Washington. Les précisions tout de suite de Mathieu Winding. Donald Trump laisse la porte ouverte à la négociation avec Téhéran. Cependant, il insiste, le blocus sur les ports iraniens reste en vigueur pour le moment. Pour l'instant, nous imposons un blocus. Ils ne font aucun commerce. Donc à présent, l'Iran n'a absolument aucune activité commerciale et nous allons faire en sorte que cela reste ainsi. C'est facile pour nous. N'oubliez pas que leur marine a été détruite, leur armée de l'air a été détruite aussi. Et leur défense antiaérienne a aussi été détruite. Leurs radars ont disparu, leurs dirigeants ont disparu. C'est énorme. Selon le Wall Street Journal, l'Arabie Saoudite fait pression sur les États-Unis afin qu'ils mettent fin à leur blocus. Riyad craint que l'Iran ne riposte en perturbant la voie maritime de Bab el-Mandeb. Les États du Golfe, dont l'Arabie Saoudite plaide en faveur de négociations, le régime iranien menace les ports des pays du Golfe en représailles du blocus. D'après Bloomberg, les dirigeants iraniens envisageraient une suspension temporaire des expéditions par le détroit d'Ormuz. Objectif, augmenter les chances de réussite d'un nouveau cycle de pourparlers de paix. Le chef de la diplomatie allemande évoque, lui, les conséquences très concrètes du blocus maritime. Le monde entier en souffre. Nous menons ici des négociations d'urgence sur la nécessité de baisser les prix de l'essence et du diesel. Sur le continent africain, nous craignons désormais une famine généralisée cet été, car les engrais indispensables ne peuvent être acheminés. Dans de nombreuses régions d'Asie, on observe une pénurie aiguë de combustibles fossiles. Pour le ministre français des Affaires étrangères, le non-engagement de la France pourrait lui permettre de ne pas subir les conséquences de la crise. Nous ne devons pas laisser l'économie mondiale être prise en otage par ce conflit, le conflit auquel, par exemple, la France et l'Europe ne sont pas parties, n'ont pas approuvé, ne sont pas engagées dans ces hostilités. Et donc, nous n'avons pas à en payer les conséquences. Il faut donc que les grands principes du droit de la mer, la sécurité maritime, la liberté de circulation, soient respectés. Donc, là. Le Palais de l'Élysée a annoncé la tenue d'une visioconférence ce vendredi. Elle sera menée par le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer. Il s'agit de débuter une discussion parmi les pays prêts à participer à l'Alliance pour la restauration de la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz.
Hormuz et le Golfe qui restent donc l'œil du cyclone pour l'économie mondiale ces jours-ci. On revient vers vous, Océane Nicole. Gros plan avec vous sur l'attitude de la Chine, parce qu'on est peut-être déjà entré dans un bras de fer à distance entre Pékin et Washington. Tout à fait, parce que donc, depuis hier, il y a ce fameux blocus maritime, ce qui veut dire que normalement, aucun bateau en provenance et au départ de l'Iran de port iranien n'est autorisé à passer. Or, la Chine, qui sait pourtant très bien les consignes qui ont donc été, et ce blocus qui a donc été imposé hier par Donald Trump, la Chine a envoyé, du moins il y a 6 navires qui sont passés par le détroit d'Ormuz, des navires avec à son bord notamment du baril de méthanol, alors qu'on sait que la Chine a des sanctions imposées par les États-Unis parce que justement la Chine est proche de l'Iran. Alors à noter que ces navires chinois ont traversé mais n'ont pas franchi véritablement le détroit d'Ormuz. Donc, ça a été confirmé aujourd'hui par le commandement central américain qui assure, je cite, « Aucun navire n'a franchi. En revanche, 6 navires chinois ont fait demi-tour. » Le fait rien qu'il entre dans et qui espèrent en tout cas traverser ce détroit d'Ormuz et qui au final ont dû faire demi-tour, ça montre qu'en effet, la Chine veut montrer un petit peu un bras de fer vis-à-vis des États-Unis. Il faut savoir qu'habituellement, il y a environ 77 navires qui traversent quotidiennement donc ce détroit d'Ormuz, qui, on le rappelle, il y a 20%, ça représente 20% du trafic de pétrole mondial. Donc, c'est un enjeu majeur, c'est un petit peu le nerf de la guerre et Donald Trump l'a bien compris. On n'oublie pas que Donald Trump, c'est aussi un businessman. Il l'avait dit hier, il a à chaque fois des phrases un petit peu qui vont un petit peu loin. Il avait promis de menacer d'éliminer immédiatement tout navire lié à l'Iran. Pour l'instant, il ne les a pas éliminés complètement, ces navires chinois, mais en tout cas, ils ont voulu une façon pour la Chine, donc ils ont voulu traverser et franchir ce détroit d'Ormuz. Ils ont finalement fait demi-tour, mais ça montre qu'en effet, Pékin montre un petit peu, remonte un peu les manches, les muscles, face à Washington. Et bien, surveillez tout cela. Merci beaucoup, Océane, pour ces précisions. On va tenter de mieux comprendre justement avec un expert ce soir, Samuel Ben-Our. Bonjour et merci d'être avec nous en direct de Washington. Vous êtes chercheur à la Fondation pour la défense des démocraties. Alors, si on veut résumer, bloquer Hormuz pour les USA, c'est un pari qui est quand même risqué parce que certes c'est un succès tactique, on va dire à court terme, on asphyxie une partie peut-être de l'économie iranienne notamment, mais il y a un coût qui est potentiellement exorbitant à moyen terme, l'inflation pétrolière, perturbations logistiques sans doute mondiales et puis la hausse des prix surtout à la pompe aux États-Unis. Est-ce que vous dites que c'est un calcul qui est très complexe pour Donald Trump, il a intérêt à obtenir des résultats rapidement? Alors, à vrai dire, le carburant a un peu baissé aujourd'hui. Le baril de Brent a baissé à $94. Pas parce que il y a eu une ouverture du blocus, mais parce que des pétroliers ont pu prendre du pétrole à partir du golfe du Mexique ou le golfe d'Amérique. Et le pari, c'est que l'Iran n'est pas capable de soutenir la pression économique, puisque l'Iran souffre d'ores et déjà d'inflation, des sanctions internationales et d'une dette d'environ 170 milliards de dollars suite aux dégâts de la guerre. Donc, je pense que ce qu'essaie de faire le président Trump, c'est d'essayer de faire que le coût soit plus élevé pour l'Iran que pour nous. Et cela va à l'encontre de la stratégie iranienne, puisqu'ils veulent un cessez-le-feu. Et le président Trump essaye d'inverser les choses. Ouais, c'est vrai que les États-Unis, a priori, en position de force militairement, ça reste à concrétiser, parce que pour l'Iran, c'est quand même une course contre la montre. Plus le régime résiste à ce blocus, plus il peut-être espérer que la pression des prix du pétrole, même si c'est vrai que les États-Unis ont de la marge avec leurs réserves, mais ça pourrait faire céder Donald Trump, vous pensez? C'est possible, c'est possible. Je pense qu'il faudra voir. Je ne pense pas qu'il se passera quelque chose bientôt. On verra ce qui se passe en Pakistan. On a vu le premier round de négociation. Il n'est pas très clair aujourd'hui si l'Iran est capable de conclure un accord
ou parce que ce sont des gens qui font partie de l'establishment iranien dirigé par le président du Parlement, mais il semble qu'il y ait beaucoup de désaccords à l'intérieur de l'Iran, avec notamment les gardiens de la révolution. C'est très probable qu'ils acceptent toutes les décisions du président du Parlement. Donc je pense qu'effectivement, le temps joue en défaveur de l'Iran. Et c'est eux, je pense que ce sera un désastre si les États-Unis se décidaient à ouvrir le détroit d'Ormuz par la force. Or, cela risque aussi de mener à une reprise des opérations de la part d'Israël et des États-Unis, où ils doivent parvenir à un accord. Et s'ils ne font rien, ce qui risque d'arriver, c'est que leur économie va s'effondrer d'ici quelques semaines ou quelques mois. Ouais, donc Téhéran clairement sous pression, mais au-delà de l'Iran, on voit que ce blocus, on le disait à l'instant, il affecte aussi la Chine, peut-être la Russie dans une moindre mesure. Quel est d'après vous le seuil de tolérance économique, on va dire, de la Chine face à cette perturbation prolongée du détroit d'Ormuz ? Alors, la position de la Chine n'est pas très claire. La Russie n'a pas vraiment de carte à jouer, puisque ils fournissent l'Iran. Ils sont du côté iranien, c'est-à-dire qu'ils leur fournissent peut-être pas des armes, mais en tout cas des renseignements. Mais la Chine, jusqu'à présent, au cours de la guerre des 12 jours et depuis le début de la guerre actuelle, a essayé n'a rien fait de plus que des déclarations, parfois assez fracassantes. Bien sûr, leur approvisionnement en pétrole du Venezuela a été coupé, c'était 5%. L'Iran, c'est un peu plus que 5% de leur importation, c'est environ 12% des importations chinoises en pétrole. Mais ce qui est clair, c'est que la Chine ne souhaite pas, en tout cas pour l'instant, défier militairement les États-Unis. Est-ce qu'ils vont essayer de contourner le blocus ? Ça, c'est possible. Nous devrons voir ce que le président Trump fera dans ce cas. Mais on sait que le président Trump a déjà bloqué, empêché le passage de navires chinois, et donc sa position est que le blocus doit être appliqué sérieusement. Voilà, un vrai test pendant le rapport de force entre les États-Unis et la Chine. Merci beaucoup à vous, Samuel Ben-Nour, d'avoir répondu à nos questions en direct de Washington. Il est temps de rouvrir notre dossier de la semaine tout de suite. Alors, deuxième volet de notre dossier consacré, on le rappelle, aux tourments causés par cette guerre en Iran. Dans les pays du Golfe, avant-hier, rappelez-vous, nous avions vu comment la région était devenue, malgré elle, une zone de front. Et bien, ce soir, gros plan sur les deux poids lourds du monde arabe, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, longtemps perçus comme les protégés de Washington, parfois aussi comme une station-service. Eh bien, ces deux pays ont radicalement changé de méthode ces derniers jours, entre l'envie de punir Téhéran et la peur d'un embrasement qui ruinerait leurs économies. Riyad et Abu Dhabi avancent ces jours-ci sur une ligne de crête. Alors, la suite, ces deux monarchies comptent-elles toujours à long terme sur le bouclier américain ? Bonsoir Mathieu Winding. On va en parler avec vous Mathieu, parce que certains montants nous indiquent bien que le divorce avec Washington n'est peut-être pas encore pour demain. Bonsoir David, alors c'est le contrat du siècle, ou plutôt le contrat du millénaire, c'est 1000 milliards de dollars, une somme astronomique que le prince saoudien Mohammed Ben Salman promet d'investir aux États-Unis. Mais si on regarde de près la ligne défense, près de 400 milliards de dollars sont destinés vers l'armement. F-35, chars Abrams, système Patriot et même usine de coproduction sur le sol saoudien. Washington vient de valider une tranche de 142 milliards de dollars de contrats fermes, c'est du jamais vu. Alors, posons la question qui fâche, le Golfe serait-il en train de financer la guerre en Iran ? Officiellement non, il n'y a pas de ligne budgétaire, guerre contre Téhéran. Dans les comptes de Riyad, on parle de modernisation, mais ne nous trompons pas, en achetant pour des centaines de milliards de dollars de technologie américaine, l'Arabie Saoudite et les Émirats font deux choses. Ils saturent les carnets de commandes de l'industrie de défense américaine, la rendant plus forte. Ils payent pour l'infrastructure logistique, les bases, le kérosène, l'appui, ce qui permet aux Américains d'opérer. Riyad a retenu la leçon des guerres Iran-Irak ou de la guerre au Yémen. On ne finance plus seulement
des procurations. On achète une capacité de destruction massive et surtout de dissuasion. Le chèque n'est pas adressé à une guerre précise, mais il garantit que si le conflit éclate, c'est avec de l'argent saoudien que les missiles américains voleront. MBS n'est peut-être pas le banquier de Washington, et il est devenu l'actionnaire principal de la sécurité régionale. Avant-hier, un officiel saoudien se confiait au Wall Street Journal. Il explique que le Royaume travaille en étroite collaboration avec les prestataires américains, tout en entretenant d'excellentes relations avec d'autres. Il cite par exemple les contrats conclus avec l'Ukraine récemment. Merci beaucoup Mathieu Winding pour ces précisions. Quelques questions à présent que l'on va poser ce soir à Ryan Boll depuis Philadelphie aux États-Unis. Bonjour et merci à vous, analyste du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord chez Rain. Alors pour rebondir sur ce qu'on a vu tout à l'heure, les monarchies du Golfe, est-ce que pour vous elles ont d'autres choix aujourd'hui que de miser sur la protection américaine? Est-ce qu'il y a vraiment des alternatives au soutien américain pour ces pays, surtout aujourd'hui? Les Saoudiens et les pays du Golfe de manière générale essayent de se diversifier et de trouver des moyens de combler les failles du parapluie de sécurité américain. Donc, certaines de ces alternatives, il s'agit de la Corée du Sud, de la Turquie et aussi d'alliés de l'OTAN comme le Royaume-Uni, la France, même parfois l'Allemagne et l'Italie pour des systèmes d'armement spécifiques. En ce qui concerne les meilleurs systèmes, ils restent soumis aux États-Unis, mais ils cherchent des alternatives pour doubler les systèmes. Parce que leurs stocks sont plutôt bas et aussi pour avoir des systèmes spécifiques face à l'Iran, notamment le système des drones Shahed, et pour cela, ils s'adressent à l'Ukraine. Effectivement, l'Ukraine. Et au-delà de cette relation avec les États-Unis, on voit quand même ce conflit avec l'Iran, il modifie quand même les alliances au Moyen-Orient. Pourquoi, d'après vous, l'Arabie Saoudite refuserait-elle encore de normaliser, tout comme les Émirats, officiellement avec Israël, au vu du constat quand même d'un ennemi commun, l'Iran, et puis au vu de l'ampleur des liens réels dont on se doute en coulisses aujourd'hui? Je suis très sceptique quant à la normalisation des relations entre l'Arabie Saoudite et Israël avec le gouvernement actuel du Premier ministre Netanyahu. Je pense qu'on devra voir l'émergence d'un nouvel gouvernement en Israël qui changera sa politique vis-à-vis de la bande de Gaza. Il est vrai que l'Arabie Saoudite et Israël sont unis face à l'Iran, mais Riyad n'apprécie pas du tout la stratégie agressive d'Israël vis-à-vis de l'Iran. Donc, ils veulent voir qu'il n'y aura pas un gouvernement israélien qui va reprendre des conflits et risque d'y entraîner les Saoudiens. Voilà. Et puis difficile de savoir aussi si MBS veut ou non que les Américains aillent au bout du combat face au régime iranien. Merci beaucoup à vous, Ryan Boll, d'avoir été avec nous en direct de Philadelphie. Merci pour cette analyse. Et on va poursuivre notre tour des enjeux autour de l'Iran. Évoquons maintenant ces tensions entre Israël et l'un des plus grands soutiens de Téhéran, la Russie. Et oui, c'est la centrale nucléaire de Boucher qui se retrouve en ce moment au cœur d'échanges très tendus et très fermes entre Moscou et Israël après des frappes qui vont viser justement la proximité de ce site. Chani Guidalia qu'on accueille. Bonsoir Chani. Bonsoir. Alors d'abord, que s'est-il passé exactement? Pourquoi la Russie hausse le ton face à Jérusalem en ce moment? Alors on sait que la Russie a adressé un avertissement particulièrement ferme à Israël après des frappes qui ont été menées à proximité du site. Donc Moscou évoque tout d'abord risque de catastrophe nucléaire, affirme aussi que ces attaques ont mis en danger les experts et les civils russes qui étaient présents dans la zone et que ces attaques menaçaient les relations bilatérales. Alors on précise quand même que sur le terrain, le réacteur lui-même n'a pas été touché et en tenant compte de ces avertissements, il faut noter que Tsahal a quand même modifié ses procédures opérationnelles dans la zone, a précisé qu'il n'avait pas conscience des dangers et qu'il n'avait aucune intention de nuire au personnel russe qui était présent. En revanche, ce qui a été visé, c'était des installations, notamment des installations de défense aérienne qui étaient autour de la zone et qui étaient situées seulement à quelques dizaines de mètres. Donc la conséquence directe après ces frappes, eh bien, c'est une évacuation massive du personnel russe. Ils étaient plusieurs centaines
Avant, en temps normal, entre 600 et 700 sur les 3000 personnes qui étaient présentes dans la centrale de Bushehr. Et ils ne sont plus qu'une vingtaine maintenant, après plusieurs vagues d'évacuation. Ouais, alors faut-il rappeler, Yannick Bushehr, ce n'est pas une centrale comme les autres. Pourquoi ce site est-il toujours si sensible? Alors, c'est le seul site nucléaire qui est officiellement purement civil, avec une implication directe de la Russie. On sait que Moscou fournit le combustible nucléaire, encadre les opérations et maintient une présence technique sur place. Donc, autrement dit, Bushehr, eh bien, c'est aussi un projet russe. Et donc, toute atteinte, même indirecte, eh bien, ne concerne pas seulement l'Iran, mais aussi les intérêts russes, et avec un double risque. Tout d'abord, un incident nucléaire d'une part, et aussi un risque de changement des relations diplomatiques d'autre part. Donc il y a un autre élément clé, c'est que le site, il est considéré comme le seul programme nucléaire qui est pleinement civil aux yeux de la communauté internationale, et le frapper ou même le toucher, même accidentellement, eh bien, ça pourrait avoir des répercussions importantes. Donc, il y a aussi la réalité opérationnelle, c'est qu'autour de la centrale, il y a ces installations militaires qui sont déployées, et c'est justement cette proximité-là qui crée cette zone grise et qui peut, avec une frappe qui peut même être ciblée, pourrait avoir des répercussions assez importantes. Ouais, Bushehr, le cœur du savoir-faire iranien en matière de nucléaire. Merci beaucoup, Shani. Guy Dalia, encore un autre acteur de poids dans la région. On va parler de la Turquie cette fois-ci. Et c'est Tzvi Yechezkeli, spécialiste du monde arabo-musulman pour le canal hébreu, Light24 News, qui sonne l'alerte. Pour lui, le prochain grand défi qui guette Israël après l'Iran, c'est bel et bien Ankara. Il rappelle que le président Erdogan reste l'un des plus grands soutiens du Hamas et qu'il se positionne régulièrement comme un guide potentiel du monde musulman, celui qui pourrait, je cite, libérer Jérusalem, tout comme Omar bin al-Khattab, celui qui avait conquis la ville au 7e siècle au nom de l'islam. Ses récents discours semblent d'ailleurs confirmer de telles ambitions. Pour en parler, nous sommes avec Rémi Daniel. Bonsoir et merci de vous prêter au jeu des 3 questions, chercheur à l'INSS, spécialiste de la Turquie. Alors, sérieux ou pas d'abord, en quoi cette menace turque est-elle peut-être encore plus sournoise que la menace iranienne pour Israël? Tout d'abord, je dirais quand même qu'avant de s'occuper de la menace turque, il faudrait peut-être terminer de s'occuper de la menace iranienne, qui n'est pas encore tout à fait derrière nous. Et je pense que c'est une question importante parce qu'on voit qu'Israël n'a pas des capacités infinies, et que dans la gestion de ces capacités, il faut, et c'est très important, qu'Israël se concentre pour l'instant sur l'Iran et sur l'axe pro-iranien. Cependant, il est vrai d'évoquer la montée d'une menace turque, ne serait-ce parce qu'il y a une radicalisation du discours turc vis-à-vis d'Israël. Vous en avez cité un exemple. Donc je pense en effet que je ne sais pas si la Turquie va être une menace de la même manière que l'Iran l'a été et l'est encore, parce que c'est un pays différent, c'est un pays qui a des relations avec Israël. Encore aujourd'hui, malgré tout, c'est un pays qui est mieux intégré dans les réseaux internationaux, mais cela va être indubitablement un grand défi stratégique parce que le nombre de points de friction entre la Turquie et Israël ne cesse d'augmenter. Et, comme je le disais, il y a une radicalisation de la Turquie vis-à-vis d'Israël. Oui, la Turquie membre de l'OTAN et Erdogan très proche de Trump. Mais alors justement, est-ce que vous pensez qu'Erdogan prépare vraiment concrètement une guerre contre Israël en sachant qu'il dispose déjà de proxys, notamment le Hamas? Non, je ne pense pas que ce ne soit le cas. Tout d'abord, il faut bien comprendre que les proxys turcs ne sont pas dans le même niveau de coopération et de co-gestion des décisions comme l'étaient les proxys iraniens. Le Hamas, en fait, avait beaucoup plus de liens dans la chaîne de commandement avec l'Iran qu'avec la Turquie, qui fournissait certes un certain nombre de logistiques et d'infrastructures pour le Hamas, mais le Hamas n'était pas aux ordres de la Turquie, le Hamas était aux ordres de l'Iran. En ce qui concerne la préparation à la guerre, il faut le dire, pour l'instant, il y a une faiblesse turque par rapport à Israël. Et cette faiblesse, elle est dans les airs. C'est-à-dire qu'à la fois, au niveau des avions, au niveau des missiles et au niveau des intercepteurs, la Turquie est dans une assez mauvaise situation, en fait, en retard non seulement vis-à-vis d'Israël, mais vis-à-vis de la Grèce, par exemple. Et on a vu que ce n'est pas la Turquie qui a intercepté les missiles iraniens qui ont été tirés vers le sol turc, ce sont les forces de l'OTAN. Donc si on est sur un modèle de guerre à distance dans les airs, comme le modèle que l'on voit actuellement entre Israël et l'Iran, pour l'instant, Israël a une supériorité. Si on passe sur autre chose, et notamment soit dans le domaine maritime, soit en Syrie,
la situation sera plus difficile, mais ce qu'on voit, c'est que la Turquie ne se prépare pas forcément à une guerre à Israël, mais la guerre entre Israël et l'Iran a fait comprendre à la Turquie un certain nombre de ses faiblesses et elle a décidé d'agir très rapidement dans ce domaine, notamment avec l'aide des Européens. Ouais, donc avantage technologique israélien, et puis c'est vrai que la Turquie a d'autres chats à fouetter en ce moment, dont le défi de la Grèce. Erdogan, pour conclure en quelques mots, mais est-ce qu'il est capable, vous pensez, d'unifier, de mobiliser les opinions dans les pays sunnites pour exacerber peut-être les tensions et l'idée de ce combat avec Israël ? Erdogan, tout d'abord, essaye de le faire depuis assez longtemps et il essaye de profiter de l'espace vide laissé par un grand pays, par un grand nombre de leaders arabes qui, notamment sur la cause palestinienne, sont moins virulents qu'Erdogan. Ce qu'on a vu, c'est que ça n'a pas forcément marché. Parce que pendant 2 ans, depuis le 7 octobre, durant lesquels Erdogan a essayé de créer derrière lui un mouvement, de transformer la Turquie en pionnière de quelque chose de plus large, ça n'a pas marché parce qu'il y a encore un certain nombre de frictions, un certain nombre de manque de confiance entre dirigeants arabes et Erdogan lui-même. La situation s'améliore, notamment aux dépens d'Israël, mais ce poste de leader du monde arabe ou du monde musulman, c'est un poste qui n'est pas donné à la Turquie, qui n'est pas arabe, et qui est revendiqué par d'autres acteurs qui ont eux aussi des cartes à jouer. Ouais, il y a de la concurrence à ce niveau-là, effectivement. Merci beaucoup, Rémi Daniel, pour cette analyse ce soir en 3 questions. Et tout de suite, le petit concentré d'actualité avec l'info chrono. Allez, le petit jingle qui ne marche pas. Allez, on va commencer quand même. Rien ne s'arrange d'abord entre Israël et l'Italie. C'est à l'occasion d'un salon viticole à Vérone que Giorgia Meloni, la présidente du Conseil, a annoncé la suspension de l'accord de défense liant Rome à Jérusalem. Il n'y aura donc plus de renouvellement automatique de cette coopération ratifiée en 2006 et prolongée tous les 5 ans. L'accord inclut notamment des projets communs industriels ou transfert de technologie, mais également la formation et l'entraînement commun de militaires. La chef du gouvernement italien a justifié sa décision par le contexte international actuel, dit-elle, qui impose selon elle, une réévaluation de ce type d'engagement. Il se positionne régulièrement en moralisateur international. Pedro Sanchez visé par une plainte pour crime de guerre devant la Cour pénale internationale. Et oui, c'est l'ONG israélienne Shura Tadin qui accuse le Premier ministre espagnol d'avoir facilité la fourniture au régime iranien de composants à double usage liés à des explosifs, des éléments ayant pu contribuer à des attaques contre des civils. Le dossier transmis au procureur de la pays fait mention d'un montant de 1,3 million d'euros pour ces exportations espagnoles entre 2024 et 2025. L'ONG qui souligne que Téhéran équipe depuis de longues années plusieurs groupes terroristes comme le Hezbollah, le Hamas ou les Houthis du Yémen. Enfin, Wizz Air temporise et ne se précipite pas pour reprendre son activité en Israël. La compagnie hongroise low cost a annoncé aujourd'hui prolonger finalement la suspension de ses vols vers et depuis l'aéroport Ben Gurion jusqu'au 4 mai. Il y a quelques jours, le transporteur avait pourtant indiqué vouloir relancer ses opérations dès le 25 avril, notamment pour la liaison Tel Aviv-Budapest, revirement qui traduit l'incertitude liée à la poursuite ou non du conflit avec l'Iran. L'activité aérienne reprend, quoi qu'il en soit, progressivement en Israël avec le retour notamment demain de l'Émirati Etihad et du Tchèque Smartwings. Et Israël qui marquait ce mardi et depuis hier soir le Yom HaShoah, une journée d'hommage aux 6 millions de victimes juives de la barbarie nazie. Ce matin à 11h, comme chaque année, des sirènes ont retenti durant 2 minutes dans tout le pays. Elles ont été déclenchées symboliquement par Miki Zamir, fils de survivant de la Shoah, et sa petite fille Noa Zamir, qui est officier aujourd'hui dans les rangs de Tzahal. Voilà pour cette image forte. L'actualité en France, pour finir, on va voir des images qui ont choqué aujourd'hui, que ce soit à Sciences Po ou à la Sorbonne, donc des universités à Paris, des étudiants, des collectifs d'étudiants qui se mobilisaient officiellement contre la loi Yadan sur l'antisémitisme. Vous le voyez, il y a eu des drapeaux palestiniens qui étaient arborés. Eh bien, ces étudiants revendiquent officiellement dans leur communiqué la rupture des partenariats avec les universités et entreprises, je cite, complices du génocide à Gaza et de la colonisation en Palestine, le retrait de la proposition de loi Yadan et la fin de la répression du mouvement étudiant pro-Palestine. Fin de citation. Pour en parler ce soir, nous sommes avec Youssef Mourciano. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Vous êtes le président de l'UEJF. D'abord, un petit commentaire. Ces scènes assez incroyables qu'on a vues aujourd'hui, ça vous inspire quoi en tant que syndicaliste étudiant ? Ça m'inspire l'absurdité de ces scènes. L'absurdité, c'est de savoir que pour la première fois dans l'histoire de France, je crois,
il y a une mobilisation de collectifs qui se disent d'ailleurs antiracistes contre une loi qui essaye de protéger une minorité en France. Une minorité, là en l'occurrence la minorité juive, qui dit depuis le 7 octobre et en fait depuis bien longtemps qu'il y a un lien intrinsèque entre l'antisémitisme et la haine d'Israël et que si la loi ne règle pas cette question, si la loi ne s'adresse pas à ce problème qui est clair, net et précis, qu'il y a un lien entre l'antisémitisme que subissent les étudiants et tous les juifs de France aujourd'hui et depuis le 7 octobre avec la haine d'Israël, eh bien, on ne lutte pas contre l'antisémitisme. Et donc, il faut arrêter cette hypocrisie de dire que la France lutterait contre l'antisémitisme si les lois ne sont pas prises en ce sens-là. Là, il y a une proposition de loi, celle de Caroline Yadan, qui tend à protéger la communauté juive, qui tend à protéger et à interdire l'appel à la destruction de l'État d'Israël qui arrive régulièrement sur la tête des étudiants juifs que je côtoie tous les jours. À un moment, si cette loi ne passe pas, eh ben on saura que ces députés-là qui se sont mobilisés contre n'ont pas envie de lutter contre l'antisémitisme. Ouais, en tout cas, atmosphère délétère, en 2 mots pour conclure, de plus en plus sur les campus, il va falloir s'habituer, ou bien qu'est-ce qu'on peut faire quelque part pour contre-attaquer, en 2 mots? Écoutez, on était cet après-midi dans tous les endroits, toutes les poches de manifestation pour tenir des tables, pour défendre cette loi, pour défendre l'idée même qu'on peut être peut-être pro-palestinien sans être antisémite, pour défendre ces idées-là, qu'on n'a pas besoin de soutenir la résistance palestinienne et que le peuple palestinien mérite mieux que ces hurlements de Abba Israël, génocidaire hors de nos facs, et pour poser cette question qui est simple et qui à mon avis est centrale. Quand ils hurlent génocidaire hors de nos facs, de qui parlent-ils? Voilà, c'est la question. Des Juifs. Effectivement, malheureusement à suivre de près ces inquiétudes en France. Merci beaucoup Youssef Mourciano d'avoir répondu à nos questions ce soir. Voilà, tout de suite ça se départ, Raphaël Hassine. Très bonne soirée à tous sur i24 News.